Alors, bonjour à Ok, je tous suis et à prêt. tous. Bienvenue dans ce petit déjeuner de la programmation thématique de la cinquième édition des Dialogues pour le climat, intitulé Lien climat-biodiversité, enjeux et intégration dans les conventions internationales. Donc, même si nous sommes en ligne, la majorité des gens présents se trouvent à Tiohtià:ke, aussi connu sous le nom de Montréal, un territoire autochtone non cédé, historiquement reconnu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations. Nous souhaitons donc les reconnaître comme gardiennes des terres et des eaux sur lesquelles beaucoup d'entre nous nous trouvons et souligner les liens continus entre les peuples autochtones et toutes les communautés qui y vivent. Donc, cette table ronde s'inscrit dans le cadre du Global Ethical Stockcake, une initiative mondiale portée par la présidence de la COP 30 visant à intégrer aux négociations climatiques les dimensions éthiques, culturelles et sociales, en particulier en réunissant des voix autochtones, syndicales, académiques et de la société civile. Donc, merci d'être avec nous pour ce moment de réflexion collective. Les dialogues pour le climat visent à rendre les négociations plus accessibles, inclusives et mobilisatrices. Et on vous invite à suivre le reste de notre programmation pendant les 2 semaines de la COP. Donc, je partagerai le lien vers notre site web dans le chat un petit peu plus tard. Donc, on tient aussi à remercier les 10 organisations partenaires des dialogues pour le climat et la biodiversité. Euh, donc, le webinaire, je tiens aussi à préciser que le webinaire est enregistré et il sera disponible sur notre chaîne YouTube prochainement. Donc, sans plus attendre, j'ai le plaisir de vous présenter l'animateur d'aujourd'hui de ce panel, donc David Roy, qui est directeur des ateliers pour la biodiversité. Je te laisse poursuivre. Merci beaucoup, Prune, c'est gentil. Bienvenue à tous, bon matin, il est 8h30 un lundi. Alors, j'espère que vous avez votre café. Juste pour ajouter au contexte, on est dans un contexte de dialogue pour le climat, mais on a aussi des dialogues pour la biodiversité qui ont des événements en parallèle. En fait, le but étant vraiment de rapprocher de plus en plus les sujets de la biodiversité et du climat. Comme vous l'avez compris un peu, là, c'est aussi le sujet du panel d'aujourd'hui. Donc, ça tombe super bien. On parlera pas évidemment des COP biodiversité, comme la COP 16 qui a eu l'année dernière, la COP 17 qui a lieu l'année prochaine. Par contre, cette COP 30 qui a lieu présentement, c'est la COP qui a lieu au Brésil. On la considère comme étant une COP justement plus proche de la nature. Ça a été vendu comme une COP un peu de la nature parce qu'elle a lieu au Brésil, aux portes de l'Amazonie. Donc, c'est vraiment ce que je vais discuter un peu aujourd'hui avec les panélistes là, qui sont présents dans la salle justement de est-ce qu'on a ce ressenti-là, est-ce que les liens se font, et un peu l'historique de est-ce que les liens climat-biodiversité se font de plus en plus au niveau des conventions et en fait des Nations Unies dans l'ensemble. Fait que je vais présenter nos panélistes. Je vais commencer en ordre alphabétique. Anthony Rodriguez-Campbell, qui est cofondateur du Réseau québécois des jeunes pour la biodiversité, aussi connu sous le nom de Kibin Québec, et délégué jeunesse à la COP 16 et aussi à la COP 30. Évidemment, il est présent là. Donc, du côté de Louise et d'Antonio, ils sont à la COP 30. Si jamais on a des problèmes de technique, vous saurez pourquoi. Et on pourra évidemment là, jouer avec ça si jamais il y a des enjeux. Héloïse Roy, qui est candidate à la maîtrise de recherche en environnement à l'Université de Sherbrooke, déléguée jeunesse à la COP 15 sur la biodiversité et déléguée de la société civile à la COP 30. Merci, Héloïse. Laura Fekino, qui est analyste politique chez Atelier pour la biodiversité, en plus d'avoir un bagage impressionnant de recherche et d'assistante de recherche à l'Université de Sherbrooke. Et Valérie Toll, qui est coordinatrice de la chaire de recherche en droit du commerce durable, responsable et inclusif à l'Université d'Ottawa, chargée de cours à forfait à la maîtrise en droit international et politique appliquée et chercheuse postdoctorale à la faculté de droit à l'Université de Sherbrooke. Merci à vous quatre d'être là pour le panel aujourd'hui. Fait que je vais commencer directement avec une question un peu d'ouverture et de tour de table. Est-ce que vous avez espoir que les enjeux climat et biodiversité soient de plus en plus intégrés dans les prochaines années? On en parle beaucoup, mais est-ce que vous pensez là, qu'il y a l'espoir que ça se fasse réellement? Je commencerai peut-être par Anthony. Oui, j'ai quand même espoir. Je pense que c'est un terrain commun qui s'agrandit pour climat et biodiversité. C'est un processus qui est très lent. Il y a une division encore très claire entre les deux types d'enjeux. Mais je le vois justement en recherche. Il y a de plus en plus de financement qui est injecté dans les projets qui étudient, par exemple, les milieux naturels qui pourraient pallier au changement climatique, les milieux humides, par exemple, qui peuvent atténuer
les dérèglements climatiques à travers le monde. Fait que je pense que c'est une chaîne de cause à effet qui est grandissante dans les discussions, mais c'est très graduel. Je dirais que c'est ça, c'est petit à petit ce terrain commun-là pour les deux. Parfait. Merci beaucoup. Héloïse? Oui, ben, je vais aller dans le même sens. Oui, mais c'est en effet très lent. Je pense qu'on le sait concrètement que nature et climat sont liés. Tu sais, puis c'est dit de plus en plus, tu sais, de façon même dans les plus grandes instances, comme justement les COP climat, COP biodiversité, qu'il faut faire des synergies entre les deux. Et on est tellement pris dans des silos que c'est plus difficile, tu sais, au niveau bureaucratique, au niveau administratif de le faire, mais je pense que ça s'en vient de plus en plus. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens, notamment les peuples autochtones, qui travaillent à ça. Donc je pense que ça va s'en venir de plus en plus, mais c'est plutôt lent. Parfait. Merci. Laura? Oui, ben je ne peux qu'abonder dans le même sens qu'Antonio et Eloïse. Donc, je pense que ça va être de plus en plus tranquillement, là, vraiment, mais je pense qu'on n'aura pas le choix, en fait, au fur et à mesure qu'on va comprendre ou qu'on va constater qu'on ne peut pas atteindre les objectifs climatiques sans protéger la biodiversité. Donc, je pense que ça va nous amener à les intégrer de plus en plus. Et puis, comme Antonio et Eloïse ont dit, je pense que c'est une tendance qu'on observe de plus en plus, tranquillement toujours, mais de plus en plus dans les discussions internationales et même dans la littérature scientifique sur laquelle forcément il faut se baser pour prendre les décisions. Et puis, un peu comme Eloïse disait, ben, j'ai espoir que l'intégration se fasse plus rapidement si on valorise davantage les savoirs et les perspectives autochtones du Sud global aussi, qui voient déjà le climat et la biodiversité de manière un peu plus holistique et un peu moins en silo. Merci beaucoup, Laura. Valériane? Oui, bonjour. Alors oui, moi aussi, je suis positive sur une meilleure intégration biodiversité et climat dans prochainement, même si on voit déjà des éléments qui prouvent que on essaye de se diriger vers ça, mais de manière très transversale ou très politique et pas forcément concrète dans les documents juridiques. Quelque chose qui a beaucoup fonctionné, qui aide beaucoup dans le marketing, c'est l'utilisation du terme triple crise environnementale, je pense, qui aide beaucoup justement à comprendre les synergies, le fait qu'en fait, c'est la triple crise environnementale, donc perte de biodiversité, changement climatique et pollution, interagissent et donc qu'il faudrait une meilleure cohésion dans les négociations pour prendre en compte cette triple crise environnementale. Puisqu'on voit d'un point de vue très juridique, c'est non pas qu'on va faire des rassemblements concrets comme ça, mais qu'on va essayer de prendre des décisions dans les différentes COP qui sont cohérentes avec les décisions prises dans les autres COP, et notamment de ne pas aller en contradiction avec ce qui a été adopté. Parfait. Merci beaucoup. En fait, ça me fait beaucoup penser à l'approche Nexus, là, qui est justement une approche que l'IPBES, l'équivalent du GIEC pour le climat, amène beaucoup justement cette réflexion-là systémique. Je serais curieux, par contre, Veriane, évidemment, on va vous parler aussi beaucoup aujourd'hui là, des COP climat et des COP biodiversité, parce qu'on est dans un contexte, le contexte de ces COP-là. Par contre, ce n'est pas les seuls instruments, là, ce n'est pas les seuls regroupements ou différents outils des Nations Unies. Est-ce que tu constates qu'au niveau du contexte des Nations Unies, là, que c'est un enjeu, la biodiversité, qui est présent dans les autres efforts onusiens? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la Convention sur la diversité biologique, elle a été adoptée quand même en 1992, là, donc Hmm. c'est pas une convention récente. C'est juste qu'on entend beaucoup plus parler grâce aux efforts des ONG et des médias et donc à la diffusion des informations de manière globale dans le monde. Ce qu'on voit beaucoup, c'est que ça a pris du temps d'arriver jusqu'à aujourd'hui, là, en termes de négociations en matière de biodiversité. Moi, j'ai fait ma thèse sur la biodiversité marine, donc spécifiquement. Et ce qu'on peut voir, c'est là où il y avait des efforts très politiques avec les objectifs de développement durable, qui, je le rappelle, a deux objectifs spécifiques sur la biodiversité. L'objectif 14 sur la biodiversité marine et l'objectif 15 sur la biodiversité terrestre. Ça restait très politique. Donc, on était sur des documents très politiques avec des grandes phrases de il faut se diriger vers telle cible, etc., sans que ça soit contraignant. Et donc, pour que ça soit contraignant, il faut adopter des conventions internationales qui sont contraignantes, donc des traités internationaux, comme la Convention sur la diversité biologique,
Et donc, dans les dernières années, dans les dernières décennies, on a vu les États négocier pendant longtemps, très longtemps, des accords, et notamment l'accord, celui qu'on appelle le traité sur la haute mer, qui porte très mal son nom parce qu'il ne porte pas uniquement sur la haute mer, mais également sur la zone, hein, donc sur les fonds marins, donc qui est l'accord qui se rapporte à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et qui porte sur l'utilisation durable et la conservation de la biodiversité marine en haute mer donc dans les eaux internationales et dans la zone. Et donc là, on voit qu'il y a eu chez les États une volonté de venir rajouter une convention internationale qui vient non pas se rajouter comme un millefeuille, mais qui vient compléter et qui vient en fait donner plus de matériel pour la biodiversité dans des zones où il n'y avait pas encore de réglementation. Et hors Nations Unies, mais quand même dans un forum international qui est l'Organisation mondiale du commerce, on a adopté l'accord sur les subventions à la pêche qui vise à interdire les subventions à la pêche qui sont octroyées donc par les États à leur industrie halieutique et qui sont néfastes, c'est-à-dire qu'ils vont surpêcher, qui vont permettre aux navires d'aller pêcher de manière illégale, non réglementée, etc. Donc oui, on voit vraiment que dans les dernières décennies, il y a eu une volonté d'adopter des réglementations qui soient bénéfiques pour la biodiversité. Parfait. Donc, il y a une certaine synergie et cohérence là, entre les différentes instances. C'est une bonne chose à savoir. Peux-tu par contre nous parler des limites, justement, là, tu sais, on parle de ces grandes COP-là, au quotidien, par contre, là, qu'est-ce qui limite, en fait, les efforts qui sont faits par les institutions comme les Nations Unies, en fait? La limite dont on parle beaucoup en droit international, c'est ce qu'on appelle la fragmentation du droit international. Donc le fait qu'en fait, on a affaire à donc, des COP différentes, donc des conférences des parties différentes avec des instruments juridiques différents. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que chaque convention, pas toutes, mais la plupart de ces conventions-là, ont donc propose des normes à respecter et pour aller plus loin, créer des conférences des parties, donc des réunions entre États pour qu'ils négocient de plus en plus loin. Et notamment, c'est intéressant sur des matières où on voit que la science permet de faire évoluer les négociations. Donc, on a de plus en plus d'informations, etc. Mais le problème, c'est que on a la Convention sur la biodiversité qui a sa conférence des parties, avec ses États parties, qui ne sont pas forcément les mêmes que dans la Convention sur les changements climatiques. Par exemple, les États-Unis sont partis à la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques, mais ne sont pas partis à la Convention sur la diversité biologique. Donc, on va difficilement vouloir adopter des réglementations dans les COP, des décisions qui vont porter sur la biodiversité ou sur le changement climatique si les États ne sont pas partis au jeu, par exemple. Ça n'a pas de sens. Donc ça, cette fragmentation, elle se voit de plus en plus. Le fameux accord BBNJ, là, le traité sur la haute mer, il crée également une conférence des parties. On sait que dans les négociations sur la pollution, également, ils vont sûrement créer un système similaire comme la conférence des parties. Et donc, non seulement on va se retrouver avec des délégations qui doivent participer à toutes ces COP durant l'année sans être chez eux pour faire du travail à la centrale, mais en plus, il faut garder, c'est pas souvent les mêmes ministères hein, qui négocient en plus, c'est souvent divisé. Et donc, il faut garder une cohérence sur ce qu'on négocie et aller toujours plus de l'avant. Et donc là, on voit aussi une autre limite. La limite, c'est le financement de tous ces, de, toute, de la, de la perte de la perte de biodiversité, le financement pour la lutte contre le changement climatique. Il faut savoir que les États, quand ils sont chez eux, ils font des calculs hein, sur leur budget. Hein. On sait qu'au Canada, on est en train de parler du budget en ce moment. Et donc, c'est quel est notre budget? Donc, qu'est-ce qu'on peut aller négocier ou pas? Et là, en fait, ils ont une limite à ce qu'ils peuvent mettre chaque drame environnemental. Et donc, éventuellement, on va se retrouver avec des négociations qui sont ralenties parce que tout le monde n'a pas les mêmes ambitions, etc. Donc, je dirais, oui, vraiment, fragmentation institutionnelle et un financement qui n'est pas vraiment bien intégré sur les enjeux environnementaux et qui sont vraiment divisés dans chaque discipline, je dirais. Ouais, on peut voir ça un peu comme des ministères, justement, où on a un sous-ministre à la fois, on a un sous-ministre
au climat, puis évidemment, c'est pas les mêmes qui vont au COP, donc des fois, les décisions sont pas nécessairement cohérentes. Merci beaucoup. Ça me permet en fait de rebondir sur peut-être vraiment plus proche là, le climat et la biodiversité. Un des trucs qui est beaucoup discuté, c'est le rapprochement des conventions de Rio, qui sont un peu les conventions originales en environnement, qui inclut aussi des certifications qu'on parle très peu, là, mais qui existent aussi dans ces efforts-là. Laura, je te rebondirais peut-être justement parce que je sais que tu t'es intéressé beaucoup à la question. Là. Au niveau du climat, en fait, est-ce que peux-tu nous rappeler d'ailleurs, est-ce qu'il y a des liens déjà qui existent là, au niveau climat biodiversité dans l'accord de Paris, l'accord qui célèbre son 10 ans cette année? Puis est-ce qu'il y a des projets de rapprochement, justement, comme on disait, on en parle beaucoup, surtout politiquement, mais après ça, est-ce qu'il y a vraiment des trucs concrets qui se passent là, pour rapprocher ces deux, au moins ces deux conventions-là? Oui, ben en fait, pour commencer, c'est sûr qu'on n'a pas toujours abordé explicitement la biodiversité dans les textes de négociation climatique internationale, là. Parfois, ce qu'on retrouve, ce sont plutôt des termes connexes. Et par exemple, on va parler des écosystèmes, des puits de carbone, des puits de réservoirs de GES, par exemple. Donc, ça a pris quand même environ 10 ans avant qu'on nomme vraiment explicitement, mot par mot, protection de la biodiversité dans une cover decision, dans une décision finale d'une COP climat. Et puis, en fait, ça se retrouve là, notamment dans l'accord de Paris, là, et même si parfois on l'oublie, mais ça se trouve vraiment dans l'accord de Paris. Donc, la biodiversité, il est abordée dans l'accord de Paris sous différents angles. Et entre autres, dès le préambule, déjà, on énonce, entre autres, et là, je cite, qu'il importe de veiller à l'intégrité de tous les écosystèmes, y compris les océans, et à la protection de biodiversité reconnue par certaines cultures comme la terre nourricière. Et je vous épargne tout le reste du préambule parce qu'il est très long, mais c'est déjà très clairement énoncé la protection de la biodiversité dans l'accord de Paris, donc ça ne pourrait pas être plus clair. Et puis, c'est aussi énoncé ailleurs sous différents angles. Donc, par exemple, à l'article 5.1 de l'accord de Paris, ben, on fait le lien avec le potentiel des écosystèmes pour l'atténuation d'émissions de GES. Et donc, on va parler, par exemple, des écosystèmes comme les forêts, les milieux humides ou les océans qui absorbent déjà naturellement des grandes quantités de carbone et qu'on va qualifier de puits de carbone ou de réservoirs de GES. Donc, l'article 5.1, dans ce sens-là, ben, il dit que les parties devraient prendre des mesures pour conserver et même pour renforcer au besoin les puits et les réservoirs de GES, comme les forêts. Sinon, c'est peut-être un petit peu moins présent dans l'accord de Paris, mais je tiens à le mentionner quand même parce que ça se retrouve dans plusieurs autres décisions de COP climat. Ben, c'est aussi qu'on reconnaît les bénéfices des écosystèmes pour l'adaptation au changement climatique, parce que notamment, ben, ils peuvent nous aider à faire preuve d'une plus grande résilience lorsque surviennent, par exemple, des événements météorologiques extrêmes, qu'ils soient soudains ou plus lents, là, comme des sécheresses, par exemple, qui s'étendent un peu plus sur le moyen long terme. Et puis sinon, un peu plus récemment encore, toujours au niveau des négociations climatiques, ben, à la COP 25, qui était en 2020, si ma mémoire est bonne, on a officiellement reconnu dans un texte vraiment de négociation le lien entre la biodiversité et le climat. Donc, très explicitement. Puis par la suite, c'est quelque chose qui a été réitéré plus récemment à la COP 28 en 2023, où est-ce qu'on a en fait carrément mentionné le besoin d'être dans la même lignée que le cadre mondial Économie de Montréal pour la biodiversité. Donc, c'est vraiment une référence explicite au fait de suivre à la fois l'accord de Paris et le Code mondial de la biodiversité qui a été adopté à la COP 15 ici à Montréal. Et le bilan mondial qui aussi est adopté en 2023, ben, il énonce aussi le besoin d'intégrer la biodiversité pour atteindre les objectifs de lutte au changement climatique. Donc, ce sont quand même des références assez claires, des liens entre les deux, autant dans l'accord de Paris que dans d'autres décisions là, qui s'en sont suivies. Puis sinon, plus récemment, et du côté de biodiversité, il y a eu la décision 1622 à la COP 16 en 2024 à Cali qui reconnaît que la perte de biodiversité et les changements climatiques sont interdépendants, doivent être traités de manière synergique ensemble, comme on dit depuis le début. Puis ce qui est vraiment intéressant avec cette décision-là, c'est qu'en plus, elle demande aux parties d'identifier les synergies, les maximiser autant que possible dans leurs actions qui soient bénéfiques à la fois pour la biodiversité et pour le climat. Puis, en même temps, elle demande aux parties de minimiser ou d'éviter autant que possible les effets négatifs des mesures climatiques sur la biodiversité. Donc, c'est là qu'il vient rentrer quand même la composante de s'assurer que les actions, ben, elles ne sont pas seulement bénéfiques pour le climat ou pour la biodiversité, mais qu'elles sont vraiment bénéfiques de manière intégrée, de manière un peu plus holistique.
Et à partir de cette décision-là aussi, c'est qu'on a invité les partis, mais aussi les observateurs, donc des ONG, entre autres, pouvaient soumettre des points de vue, en fait, par rapport aux avenues qui permettraient d'améliorer la cohérence des politiques, notamment pour un éventuel programme de travail conjoint des conventions de Rio. Et donc, c'est sûr que c'est pas encore quelque chose de concret parce que ce programme conjoint-là n'existe pas encore, mais ça reste que c'est quand même un potentiel projet qui peut-être on va voir éventuellement, là, je ne sais pas si à la COP17, mais peut-être plus tard, voir le jour en fait. Donc, pour soutenir la mise en œuvre de la CDB, mais aussi de la Convention cadre sur le climat, l'accord de Paris, le cadre mondial, et ainsi de suite. Puis sinon, ben, ça peut sembler un petit peu anodin, mais je tiens quand même à le mentionner parce qu'il a été lancé il y a 2 ou 3 mois, si je ne me trompe pas. Peut-être que vous avez vu passer, mais il y a un site web des 3 conventions de Rio qui a été lancé. Donc, c'est beaucoup plus informel, mais ça reste que je pense que dans l'esprit des gens, ONG, chercheurs, gouvernementaux, peu importe, tous les secteurs qui essaient de s'informer par rapport aux conventions de Rio, qui voient qu'un site web existe avec les différentes conventions. Il y a même une section sur les synergies entre les différentes conventions et leurs décisions. Et je pense que ça peut aider à marquer dans l'esprit des gens que justement, c'est pas seulement 3 conventions qui sont en silo, mais qu'elles existent et qu'elles sont vraiment interdépendantes, là, ultimement. Merci beaucoup, Laurent. Mais en fait, c'est un point qu'on voyait beaucoup d'ailleurs au congrès de l'UICN qui a eu lieu il y a quelques semaines, là, justement, de mettre ces conventions ensemble et de les travailler ensemble. Il y a déjà du travail qui se fait justement au niveau des secrétariats pour rapprocher. Fait qu'après, évidemment, il reste à ce que ça soit signé dans des textes et tout, mais c'est bon de voir que ça avance malgré les limites. J'aurais envie de vous demander, vous deux qui êtes à la COP, Héloïse et Antonio, justement, oui, on attend la fin de la semaine là, pour confirmer qu'est-ce qui sont des décisions finales. Fait que je questionnerai pas sur l'avenir déjà. Mais est-ce que vous ressentez déjà justement un effort de rapprochement entre rapprochement et cohérence, en fait, là, donc de parler ensemble du sujet et de s'assurer que quand il y a des décisions, qu'elles soient prises de façon cohérente? Est-ce que vous voyez déjà ce rapprochement-là entre les négociations climat et biodiversité? Je commencerai peut-être par toi, Héloïse. Oui, c'est sûr que c'est ça. C'est, comme on a dit, c'est assez lent. Et comme tu as dit au début, ben, la COP, en ce moment, la COP 30 climat se passe aux portes de l'Amazonie. Donc, c'était une décision de la présidence brésilienne justement pour essayer de faire que ce soit une COP nature. Donc, d'essayer justement de faire valoir l'importance des forêts, notamment tropicales. Et donc, on voit que ça a quand même un impact parce que, bon, particulièrement, il y a une grande participation des peuples autochtones d'Amazonie. C'est sûr que pas autant que ce qui était prévu, là, mais on voit que ils sont vraiment là et ils veulent démontrer que ben le climat ben, se fait pas sans la nature, là. Donc, sur le terrain, on voit que les acteurs, la société civile, des peuples autochtones, etc., veulent pardon, et veulent faire le rapprochement, veulent que ce soit pris en compte. Dans les négociations, je suis un peu moins en négociation en ce moment, donc je ne sais pas exactement quelles choses, où sont rendues les choses, mais on parle notamment de tout ce qui est solutions basées sur la nature pour le climat, donc comment les écosystèmes peuvent être conservés pour notamment participer à l'atténuation des gaz à effet de serre. Et la présidence brésilienne qui, avant la COP30, en fait, au sommet des leaders, a lancé le Tropical Forest Forever Facility. Peut-être que vous avez entendu parler. Donc, une espèce d'instance, de nouvelle instance de mécanisme financier, finalement, pour conserver les forêts. Donc, récompenser, entre guillemets, la conservation et prouver que la conservation, finalement, ça peut être aussi durable économiquement. Donc, vraiment financer des communautés, des pays pour qu'ils protègent les forêts tropicales. Et donc, ça semble avoir eu quand même beaucoup de succès jusqu'à date, mais à voir si ça va vraiment recueillir le financement nécessaire. Et ouais, Parfait. Merci beaucoup, Héloïse. Est-ce que c'est le même son de cloche pour toi, Anthony? J'étais moins présent dans les négociations, un peu comme Héloïse. J'ai pas senti un si grand effort de mon bord par rapport à joindre climat et biodiversité. C'est vraiment la COP30 a accordé beaucoup d'importance au BAM, fait que le BLM Action Mechanism pour la transition juste. C'est une thématique qui revient beaucoup à la COP30 parce que c'est c'est important évidemment là, de pouvoir transitionner au niveau des gouvernements fédéraux. Mais je pense qu'avec les 10 ans de l'accord de Paris, c'est ça le point de focus à la COP30, c'est
OK, on avait nos objectifs, on prend le pouls à la COP30. Maintenant, comment on met en œuvre des mécanismes pour s'approcher des objectifs qu'on a déterminés en 2015? Alors, je pense que la biodiversité prend un peu le bord parce que il y a beaucoup de discussions au sujet des changements climatiques, évidemment. Et là, j'ai pas senti qu'il y avait vraiment un lien clair pour justement parler de la transition juste puis comment ça va affecter la biodiversité à un niveau global. Et là, ils ont mentionné les nature-based solutions. On en entend un peu parler dans les panels. Je dirais que pas assez à mon goût. Je pense qu'il faut parler des services écosystémiques et de comment on peut les mettre en valeur pour établir des mécanismes locaux. C'est vraiment une partie infime de la bioéconomie, qui est aussi un autre thème qui revient souvent à la COP30. Je pense que les nature-based solutions sont importants pour justement se concentrer sur les écosystèmes qu'on est en train de perdre et comment ils peuvent aider à servir des communautés plus locales. Il y a une urbanisation qui manque, je trouve, à la COP30 pour biodiversité et climat. Il y a quand même la présence de plusieurs ONG, donc la société civile. Il y a des kiosques pour l'océan, des kiosques qui se dédient au milieu humide. Donc, on sent qu'il y a la conversation pour justement la préservation de la biodiversité. Et comme David l'a dit, là, ça fait une semaine. De ce que j'ai compris, il va y avoir beaucoup plus de panels et de conférences dédiées à la biodiversité cette semaine. La première semaine semblait vraiment être axée sur la transition juste, sur où est-ce qu'on en était par rapport à l'accord de Paris. Donc, j'espère que cette semaine, ça va être là où on part un peu plus ce rapprochement entre les deux thèmes. Mais somme toute, je pense que j'aurais voulu entendre un peu plus parler de où est-ce qu'on en était par rapport à la biodiversité, son état, puis comment on répond à ça en utilisant l'angle des changements climatiques. Parce que comme on répète souvent, c'est interrelié. C'est super important d'y toucher sur cette scène mondiale. Merci beaucoup, Anthony. Ben, en fait, hein, étant aujourd'hui la journée biodiversité et demain comme thématique, j'espère que aujourd'hui et demain, tu auras au moins trop de panels à aller au niveau de la nature. Évidemment, c'est intéressant de voir ce qui se dit. Justement, je pense que ça rapproche un peu ce que je disais au début. Il y a quand même beaucoup de discussions politiques. Donc, il y a encore cette volonté-là, mais concrètement, on est encore en train de gratter de où est-ce qu'on le fait. C'est intéressant. Ça va être intéressant aussi, évidemment, l'année prochaine à la COP 17, qui va être aussi une COP de mise en œuvre, parce qu'on va être à mi-chemin avec la mise en œuvre du cadre mondial de Clean Montréal. Puis il y aura une COP climat aussi en même temps dans les mêmes eaux. Fait que ça serait intéressant de voir est-ce que la conversation continue selon évidemment le lieu et ainsi de suite. J'irais peut-être maintenant, j'aimerais ça passer peut-être à des exemples concrets que vous avez vus, ainsi de suite. On a bien couvert un peu l'aspect politique qui bouge et qui bouge pas en même temps. Valériane, est-ce que tu as des exemples? Tu as parlé évidemment de l'accord des Oldman, le BBNJ, justement, tantôt, mais est-ce que tu as des exemples concrets, justement, des dernières années où tu as vraiment vu les deux enjeux, climat et biodiversité, là, traités là, de façon vraiment ensemble et synergique? Oui, déjà, avant de parler de ça, j'aimerais juste rebondir sur ce que Ben disait oui, Anthony vas-y. et Louise, justement. C'est qu'il ne faut pas oublier que dans le cadre de la COP30, donc de la Convention cadre des Nations Unies pour le changement climatique, euh, l'adoption des décisions pendant la COP se fait par consensus. Et donc, je pense qu'il faut garder à l'esprit comment ça fonctionne pour ça, en fait, pour comprendre pourquoi on n'avance pas autant qu'on l'espérerait, nous, en matière de climat et biodiversité. C'est que déjà, donc le consensus, il est difficile à obtenir. Et puis, plus on va vers le consensus, plus on fait des compromis par rapport au texte de base. Donc, pour satisfaire tout le monde, on va diluer un petit peu l'objectif de base et donc on se retrouve avec des textes qui sont beaucoup moins intéressants que ce qui était prévu. Et ça, c'est le système qui veut ça, c'est qu'on adopte des décisions tous ensemble en tant qu'État partie à la même convention. Donc ça, c'est une première chose. Deuxièmement, je pense qu'il faut quand même le rappeler, c'est que outre ce que nous, on peut penser en tant que personne qui croit fort en la restauration de la biodiversité dans le monde, c'est qu'on est quand même dans une ère politique très très complexe en ce moment à l'international. Puis clairement, on a affaire à des gros joueurs qui parlent très très fort, qui prennent beaucoup de place et qui sont, disons, moins sensibles à la question environnementale que d'autres États. Et je pense que ça freine franchement les discussions. On en vient même à revenir sur des sujets sur lesquels on avait déjà adopté des décisions et à remettre un peu en question certaines choses. Et voilà, je veux pas
je veux pas les nommer, mais bien entendu, on pense aux États-Unis qui en ce moment sont clairement pas des bons joueurs en matière de changement climatique et encore moins de biodiversité. Sur la question des exemples concrets. Je pense qu'un exemple concret qu'on a vu, qu'on n'a pas encore cité, Laura elle a donné beaucoup d'exemples tout à l'heure, mais il y en a un qu'on peut mentionner aussi, c'est sur les nouveaux objectifs en matière de financement à la COP. On voit maintenant la possibilité d'avoir des financements qui sont croisés entre biodiversité et climat. Et ça, je pense que c'est excellent. Parce que beaucoup d'États en développement ou les États les moins avancés, en fait, se retrouvaient confrontés à devoir choisir un peu sur quoi mettre de l'énergie, sur quoi faire des demandes de financement, etc., entre biodiversité ou changement climatique, alors que pour la plupart, faire un financement conjoint est plus intéressant. On gagne du temps et on travaille sur la question de manière holistique, faire sur une zone géographique de manière holistique, par exemple. Donc ça, je pense que c'est une très bonne évolution. Ce qu'on peut nommer aussi, c'est je me parlais de l'accord BBNJ. Euh, D'accord, sur la haute mer et la zone. Je vais le répéter fort pour que ça rentre dans la tête de tout le monde. C'est que c'est vraiment, on a vraiment le terme climat ou changement climatique qui revient plusieurs fois et pas que dans le préambule. Parce que ceux qui le savent, là, le préambule, c'est souvent une déclaration politique. Donc déjà, dans le préambule, on voit le lien avec les changements climatiques et notamment qu'il faut penser à conserver la biodiversité en haute mer et dans la zone tout en réfléchissant à l'impact des changements climatiques. Donc en fait, en calculant par exemple, ça ouvre la voie à des calculs sur est-ce que les changements climatiques, ça impacte une certaine zone en mer spécifiquement parce qu'elle est située à un endroit où il y a plus de réchauffement de l'eau ou acidification ou autre. Donc ça, c'est une première chose. Et puis on voit que dans certains articles de la Convention, que vraiment, changement climatique, c'est nommé en tant que tel. Et donc là, on rentre dans le concret et dans le vif du sujet, et notamment... on a l'article 7 sur les principes généraux et les approches, donc qui guide la mise en œuvre de la Convention de manière globale, et qui nous dit que pour atteindre les objectifs du présent accord, les parties doivent utiliser les principes et approches suivants, et on nomme notamment une approche qui renforce la résilience des écosystèmes, notamment à l'égard des effets néfastes des changements climatiques. Donc là, on voit le lien direct. Et de l'acidification de l'océan, et qui en outre préserve et restaure l'intégrité des écosystèmes, etc., etc. Et dans un autre article, on voit aussi que on nous parle dans le cadre donc, des aires marines protégées, donc pour créer des aires marines protégées en haute mer, on nous parle comme objectif de protéger, préserver, restaurer, maintenir la diversité biologique et les écosystèmes, notamment en vue d'améliorer leur productivité et leur santé et de renforcer la résilience aux facteurs de stress, et là, y compris ceux liés au changement climatique. Donc là, on voit que il va falloir maintenant, quand on demande aux États donc les États, pour créer une aire marine protégée, doivent constituer un dossier complet dans lequel ils montrent en fait qu'il faut protéger cette aire désignée spécifiquement et donc aller chercher des raisons pour lesquelles il faut protéger cette zone-là. Et donc là, on voit directement qu'on peut intégrer la question du changement climatique dans les raisons de protéger l'aire marine protégée, sans pour autant que ce soit, entre guillemets, juste une question de biodiversité. Donc on voit le lien de les changements climatiques peuvent affecter cette zone et donc la biodiversité dans cette zone et donc il faut protéger cette zone-là. Puis il faut aussi savoir que dans l'annexe 1 qui nous donne les critères justement indicatifs pour déterminer les aires marines protégées, on voit clairement indiquer que on peut regarder la vulnérabilité d'une zone en fonction des changements climatiques et donc de l'acidification de l'océan. Donc ça, je pense que vraiment il y a eu un travail de joindre un peu les effets, les phénomènes qui peuvent avoir un impact sur la biodiversité en haute mer et dans la zone. Euh, Quel autre exemple je peux donner? Dans l'accord sur les subventions à la pêche de l'OMC dont je parlais, on n'a pas un lien direct avec les changements climatiques, mais par contre, on sait que en, en interdisant les subventions à la pêche qui permettent d'aller pêcher en haute mer, donc très très loin des côtes, ça veut dire qu'en fait, on va réduire les émissions de gaz à effet de serre parce que pour aller pêcher en haute mer, en général, on va loin très longtemps parce que c'est un très gros déplacement. Donc généralement, c'est des navires qui sont énormes, c'est plusieurs navires les uns avec les autres, un navire de pêche, un navire bâtiment où on dort,
où les pêcheurs dorment et ont une cantine, un navire dans lequel souvent c'est une usine directement qui permet de conditionner le poisson, etc., ou les fruits de mer pêchés. Donc imaginez tout ça, ça consomme énormément d'énergie, ça émet énormément de gaz à effet de serre, et donc le fait par exemple d'interdire les subventions qui permettent d'aller pêcher en haute mer, ça veut dire que ça sera beaucoup plus difficile pour les industries halieutiques, les navires, d'aller pêcher là-bas, et donc techniquement on va réduire les émissions de gaz à effet de serre en haute mer, par exemple. Donc, c'est pas mentionné en tant que tel, mais de manière indirecte, on va sûrement voir des effets intégrés entre biodiversité et changement climatique. Merci beaucoup, Valériane. Je pense que c'est ça qui va être intéressant dans les prochaines années, c'est qu'une très bonne intégration peut potentiellement dire des intégrations tellement précises que ça va être dur de documenter autant comme un accord séparé. Parce que les accords séparés, c'est facile à analyser, mais c'est pas aussi efficace potentiellement là, qu'une ligne dans un texte qui va vraiment changer la donne là, sur la biodiversité au niveau d'autres instances. Fait que c'est super intéressant. Je nous ramènerai encore plus proche là, du terrain. Tu vas parler, Valériane, de l'importance du consensus, c'est qu'on a besoin évidemment, après ça, de leaders plus locaux qui vont mettre en œuvre de façon plus ambitieuse des cadres qui sont souvent un peu le strict minimum. Le cadre, s'il est signé par tous, c'est un peu le 60%. Tout le monde s'est mis d'accord que c'était la note de passage. Fait que Laura, je te ramènerai pas à toi. Est-ce que tu sais pourquoi justement pour toi c'est important que ces enjeux-là, climat, biodiversité, soient mieux intégrés là, de façon locale. Puis tu sais, si on le ramène même au contexte Québec-Canada, ça ressemblerait à quoi une meilleure intégration climat-biodiversité là, au niveau de nos politiques et de nos actions ici? Oui, ben, c'est sûr que c'est important de mieux les intégrer parce que, ben, on le sait, là, mais les changements climatiques et la perte de biodiversité, ce sont à la fois des enjeux qui sont mondiaux, mais aussi locaux. Et donc, c'est quand même à la base, là, c'est quand même notre action locale qui cause les changements climatiques, qui cause la perte de biodiversité. Donc, on peut penser au changement d'usage de terre ou de mer aussi, comme Valériane disait, la production industrielle, la déforestation, la pollution, et même à un certain point, nos systèmes de gouvernance, et ainsi de suite. Puis les impacts, ben, évidemment, ils se font ressentir localement, mais par la suite, ils se font aussi ressentir à l'international parce qu'en fin de compte, ce sont des phénomènes qui ne connaissent pas vraiment les frontières. Là. Une espèce dont l'habitat serait détruit, serait rendu inhabitable, ben, il va migrer potentiellement dans un autre pays. Là. Il va pas se plier aux frontières géopolitiques. Les espèces exotiques envahissantes, ben, elles vont étendre leur zone, peut-être dans un autre pays. Ensuite, la contamination, ben, on sait que ça peut aller par des cours d'eau qui peuvent être transfrontaliers, les pluies acides, par l'air, etc. Donc, c'est sûr que c'est important d'avoir une coordination globale, puis c'est pour ça que les COP ont lieu, là, pour avoir une espèce de ligne directrice commune, ou le 60%, la note de passage, là, comme tu disais, David. Donc, c'est certain que c'est important, mais après ça, ça prend l'engagement aussi des gouvernements infranationaux. Donc, on peut penser, par exemple, aux provinces, aux États fédérés, aux villes aussi parce qu'ultimement, ben, ce sont aussi eux qui ont les pouvoirs au niveau de la mise en œuvre. Donc, par exemple, au Canada, ben, on sait que le fédéral a des pouvoirs, mais le provincial a d'autres pouvoirs, notamment en matière d'environnement. Et donc, on peut penser, exemple, aménagement du territoire, etc. Donc, l'intégration, en fin de compte, climat-biodiversité, elle est importante aussi parce que les changements climatiques, ben, c'est une des trois principales causes directes de la perte de biodiversité. Et à son tour, la perte de biodiversité, ben, elle exacerbe les changements climatiques. Donc, en fin de compte, on se retrouve dans une espèce de cycle qui tourne où est-ce que l'un exacerbe toujours l'autre. D'où l'importance de s'attaquer aux deux en même temps parce que si on s'attaque juste à l'un, si par exemple on s'attaque seulement au changement climatique de manière très sectorielle, ça peut être bénéfique pour le climat durant un certain temps, mais en fin de compte, le climat va affecter la biodiversité va affecter le climat, et ça risque d'être ben, contre-productif là, en fin de compte. Mais après ça, comment est-ce que ça pourrait se traduire au Québec en fin de compte? Ben, je pense que, comme tu l'as dit, David, ça passe surtout, du moins en ce moment, par les politiques publiques, les stratégies, les plans d'action aussi qui sont adoptés. Puis, je pense que le plus important, c'est que ces plans-là, ces politiques-là soient cohérentes. Et, par exemple, en ce moment, au Québec, ben, on a le plan pour une économie verte, le PEV, qui est très axé climat. Et d'un autre côté, on a aussi le plan nature qui, quant à lui, est plus axé biodiversité. Puis, ben, du moins, en ce moment, ils existent, veut pas, de manière séparée. Donc, c'est sûr qu'on peut en déduire qu'il y a un certain point, un silo, juste de par le fait qu'ils existent séparément. C'est peut-être pas les mêmes équipes qui les élaborent aussi ou qui les mettent en œuvre ultimement. Puis, une solution qui existe, et là, je prends pas le mérite de cette potentielle piste de solution-là, parce que c'est quelque chose qu'on entend beaucoup dans les conférences, entre autres internationales, là, au COP, entre autres. Je pense que c'est une des premières fois que j'avais entendu ça, mais une des possibles solutions, ça serait de fusionner
les plans climat et les plans nature. Donc, dans notre cas, si on se rapporte au Québec, ben, ça serait le PEV et le plan nature, par exemple, mais on pourrait aussi le faire à l'échelle canadienne ou d'autres gouvernements à travers le monde. Parce que comme ça, ben, on s'assure qu'il y ait vraiment une cohérence entre les deux, puis on s'assure qu'il n'y ait pas parfois d'action qui fait avancer juste l'un au détriment de l'autre ou vice-versa. Puis, je pense aussi que c'est important, en fait, que ce soit en cohérence avec la vision économique. Donc, la vision économique, il faut aussi qu'elle soit en ligne, parce que si on a des plans qui ne sont pas gouvernementaux, qui sont juste, par exemple, plus du côté environnemental, mais qu'après ça, on a une vision économique qui ne va pas nécessairement dans le même sens, ben, ça se peut que le plan ne porte pas tous ses fruits là, ultimement. Donc, je pense que c'est important aussi que ce soit vraiment une vision qui soit portée par l'ensemble d'un gouvernement, là, que ce soit au Québec ou ailleurs. Là, ça peut s'appliquer partout, là, évidemment, ce que je dis. Et puis sinon, ben, ça prend aussi des indicateurs, je pense, qui sont intégrés, qui sont cohérents. Donc, évidemment, on parle beaucoup de GES, mais ça reste qu'il y a tout plein d'autres indicateurs pour la biodiversité. On peut pas juste se fier tout le temps sur les GES. Donc, je pense qu'il y a d'autres indicateurs qui doivent être pris en compte aussi. Et c'est sûr qu'en biodiversité, les indicateurs sont complexes, mais en même temps, il y a beaucoup d'acteurs qui travaillent pour développer des indicateurs, même en finance, par rapport à la biodiversité. Là. Il y en a qui sortent dernièrement, surtout, ou par rapport au bien-être aussi, par exemple. Et puis sinon, ben, finalement, ça serait au niveau du financement, je pense, de développer une taxonomie qui nous amène à investir là où c'est à la fois bénéfique pour le climat et pour la biodiversité, pour que nos investissements, en fin de compte, ben, ils soient le plus cohérents possible et d'une certaine manière que par dollar investi, ben, on ait le plus d'impact positif et cohérent possible. Parce qu'ultimement, ben, on va investir de manière bénéfique pour le climat et la biodiversité en même temps, idéalement avec le même dollar, un peu comme Valériane disait avec les financements croisés. Ça, je trouve que c'est une super belle opportunité là, de mettre ça de l'avant, même au niveau du Québec, là, par exemple. Parce que, ben, ultimement, on essaye d'en avoir le plus pour notre argent, si on veut, et de ne pas essayer de dédoubler le financement là, un peu partout, qui va peut-être être contre-productif en fin de compte. Merci beaucoup, Laura. Ça fait bien le lien avec ce que Ariane disait tantôt, justement, que c'est pas les mêmes équipes même qui se rendent au COP, justement. Tu sais, si on s'imagine des silos à l'intérieur du ministère de l'Environnement, on peut s'imaginer des silos entre la MAPAC et le ministère de l'Environnement. Pourtant, on sait, par exemple, que l'agriculture a un rôle direct sur le climat et la biodiversité. Puis justement, d'avoir cette vision-là synergique est importante, au moins entre les plans, puis après ça, évidemment, entre les ministères. Puis évidemment, tu rebondis avec l'idée des indicateurs. Justement, évidemment, si les indicateurs sont seulement utilisés par les équipes qui mettent en œuvre les plans, bon, on s'imagine là, que les plus hautes instances gouvernementales, eux, n'ont pas vraiment d'incitatif là, pour s'assurer que ces indicateurs-là bougent autant qu'ils devraient le faire. Merci beaucoup. Antonio et Louis, je vous laisserai rebondir aussi sur des exemples concrets. Évidemment, ça peut être à la COP30 ou des choses que vous avez vues avant. Mais est-ce que vous avez justement vu des exemples là, intéressants justement de ces rapprochements-là qui se font entre climat, biodiversité, projets spécifiques ou ainsi de suite? Je commencerai peut-être par toi cette fois-là, Antonio. Oui, ben, comme on l'a dit plus tôt, la COP30, c'est la COP de la nature, spécifiquement de l'Amazonie. Alors, des projets qui revenaient souvent, c'est des projets de réforestation. À un niveau plus local, ce que j'ai trouvé intéressant parce que, en effet, quand tu renforces ta relation avec ton milieu au niveau local, tu peux faire des changements qui ont quand même un impact. Puis c'est ça qu'on voit de plus en plus. Les changements au niveau municipal ou local sont des fois plus porteurs et plus faciles à atteindre que des changements internationaux, bien évidemment. Il y a beaucoup d'appui pour les communautés autochtones ici, peut-être pas assez étant donné qu'on est au Brésil, il y a une diversité des communautés autochtones impressionnante et peut-être qu'il n'y avait pas assez de place sur la scène internationale ici à la COP30. Mais en mettant en valeur le savoir traditionnel, c'est encore une manière de reconnecter avec la nature et c'est ça le discours qui revient avec ces communautés qui prennent parole à la COP30. Je pense notamment à il y a quelques efforts pour réhabiliter des mangroves. Au Brésil, c'est un gros problème. Il y a la perte des mangroves qui euh, permettent une résilience des écosystèmes, mais ils sont en perte, en déclin très important. Et il y a beaucoup d'initiatives au Brésil qui ont lieu et qui donnent aussi un rôle à ces communautés qui sont touchées par ça, de restaurer leur milieu. Malheureusement, ça reste très politique, la COP30. Alors, ce genre de projet-là n'a pas tant de portée à la COP30, je trouve. C'est souvent des communautés qui sont un peu plus marginalisées, qui n'ont pas le financement. C'est pas toujours concret, mais en fait, on le sait, à la COP16, c'était le même sentiment que j'avais.
c'est difficile d'atteindre des idées concrètes. C'est beaucoup dans le théorique ou ce qu'on espère avoir comme résultat par la suite après ces négociations-là. Mais je pense que on, si on trouve des mécanismes de suivi, d'appui pour ces communautés-là, c'est intéressant que la COP30 ait mené à ce genre d'effort-là. Donc, je trouve que la réforestation, c'est vraiment quelque chose qui est revenu souvent. Après ça, ça reste à voir si ça va mener à des changements tangibles. Puis sinon, je trouve que les synergies, c'est un autre concept qui est important, qui revient ici à la COP30. Je pense qu'on est plus fort ensemble. On se sent déjà avec les gouvernements infranationaux. Le Québec a beaucoup d'alliances qui se forment dans ces contextes de négociations internationales-là. Je pense les relations Québec-Californie, c'est trouver des solutions ensemble. C'est pas toujours les mêmes écosystèmes, les mêmes problématiques. Mais je pense qu'avec des gouvernements régionaux, provinciaux qui s'allient dans cette lutte contre les changements climatiques, on atteint des changements potentiellement concret avec le temps. Euh, donc, c'est intéressant de voir cette gouvernance des milieux naturels qui est mise de l'avant ici. On parle des gardiens de l'eau, gardiens de la forêt. C'est encourageant à voir. C'est sûr qu'il y a encore des murs qu'on heurte de temps en temps, mais plus qu'on en parle, c'est ça, plus que c'est un sujet qui revient, puis les gens rebondissent sur ces sujets-là. Merci beaucoup. Et de ton côté, Louise, est-ce que tu as des trucs inspirants à nous partager? Oui, ben, un peu comme Antonio disait, il y en a, mais moins que ce qu'on aimerait. Il y a des séances quand même de la présidence brésilienne, tu sais, donc pas nécessairement dans les négociations, mais plus des événements qui sont comme quand même de haut niveau, tu sais, avec des hauts dignitaires et tout, qui vont parler justement de biodiversité, de faire des liens avec climat et biodiversité. Et notamment, il y a une, je pense, qui a lieu aujourd'hui sur les solutions basées sur la nature. Donc, on voit qu'il y a comme un effort quand même, mais ça ne va pas nécessairement se transmettre dans les négociations officielles, parce que c'est les pays, évidemment, qui négocient. Euh, la présidence brésilienne également fait partie, juste, mon Internet fait défaut, donc j'essaie de retrouver les informations, mais juste être sûr que je dis la bonne chose. Euh, OK, non, j'allais dire quelque chose, mais c'est pas vrai. Donc, il y a également des initiatives, comme j'avais dit, pour la forêt, donc la préservation de la forêt. Donc, on est beaucoup dans, justement, la préservation, comment ça peut aider le climat. Donc, préserver les écosystèmes, ça peut aider pour l'atténuation des gaz à effet de serre. Donc, dans les négociations, c'est quand même quelque chose qui est beaucoup discuté, notamment, comme Anthony a dit, pour les forêts. C'est sûr que être dans la forêt tropicale, ça aide, mais c'est beaucoup ça aussi. Il y a le concept de bioéconomie qui est beaucoup ressorti quand même, qui est un concept qui est un peu flou encore, qui est sujet à beaucoup de critiques. Donc, je ne pourrais pas vous dire exactement c'est quoi, mais c'est l'économie basée sur la bonne gestion des ressources naturelles, en tout cas. Il y a certains acteurs qui essaient de pousser ce concept-là en disant oui, c'est bon pour la biodiversité, les gens et tout, une espèce de nouveau développement durable finalement, mais c'est un concept qui est quand même beaucoup critiqué, donc c'est présent aussi, euh, mais bon, c'est ça. Ça serait, ça serait ça. J'avais Ah une oui. petite liste. On est... Voilà. Merci beaucoup, Louise. J'aime beaucoup que tu te fact-check en même temps de le faire. Il y a d'autres personnes dans le monde qui devraient se fact-check en parlant, Oui. ça serait pratique. Merci pour ça. Je vous poserai peut-être une dernière question, tu sais, évidemment, parce que j'aimerais ça que d'ici l'année prochaine, on puisse refaire un panel similaire, mais que ça aille avancer. C'est quoi, tu sais, peut-être tour de table, là, c'est quoi une action concrète que vous aimeriez voir se multiplier? Parce qu'évidemment, on parle à l'échelle globale, mais est-ce qu'il y a une action que vous aimeriez voir justement se répéter davantage, là, qui permettrait justement de mieux intégrer climat et biodiversité? Ce serait laquelle, en fait, en une minute chaque, là, tour de table? Je vais faire le tour de table à l'envers, fait que je vais commencer par Valérie. Je vais enfoncer le clou, mais je pense que les financements intégrés, c'est une très bonne idée. Outre le côté cohérence environnementale, il y a aussi une question de minimiser les efforts des États dans la mesure où c'est très lourd administrativement parlant de faire tout ce qu'on leur demande de faire, là, les plans nationaux, les demandes de financement, etc. Et donc de faire des financements croisés. D'ailleurs, je pense que ça va alléger beaucoup
de ministères. Et donc, on va concentrer les efforts sur des projets cohérents. Et donc, je pense que ça, c'est une très bonne idée. Merci, Laura. Oui, ben moi, ça serait une action que je pense qu'on peut mettre en œuvre à toutes les échelles, mais ça serait vraiment d'accroître la littératie pour mieux comprendre le lien entre climat et biodiversité, parce qu'on a eu à travers le temps, et c'est très bien là, qu'on a eu de plus en plus de formations pour mieux comprendre le climat. Mais je pense que maintenant, il faut que la biodiversité intègre aussi ces formations-là. Et puis ça peut être à tous les niveaux, là, que ce soit des formations qui sont données à des équipes de fonctionnaires, que ce soit à l'université, que ce soit même au secondaire, si on parle de climat, là, peu importe vraiment, ça peut vraiment aller à tous les niveaux. Là. On n'est pas obligé d'être des universitaires pour en parler puis pour essayer de comprendre. Et donc, je pense que c'est ça, pour accroître cette littératie-là. Puis, il y a des belles ressources là, qui sont à notre portée. Merci beaucoup, Laura. Héloïse? Oui, on en a un peu parlé au cours du panel, mais moi, je pense que la coordination, notamment dans les gouvernements, tu sais, peu importe à l'échelle locale, nationale, plus internationale, et donc de vraiment prendre chaque décision, non pas en Ah, c'est bon pour le climat ou Ah, c'est bon pour la biodiversité, mais OK, qu'est-ce qui est bon pour l'ensemble, pour la nature? Donc, bon, comme Valériane a dit, c'est compliqué en ce moment parce que chaque convention est structurée vraiment à sa façon, mais par exemple, au niveau local et au Québec, on pourrait, c'est ça, faire un genre de consortium des ministères et dire le ministère de la Finance, de l'Agriculture, de l'Environnement, etc., ils, ils travaillent pas, non pas en silo, mais ensemble pour dire, OK, voici un nouveau projet qu'on veut faire. Ça va être un projet qui va être bon pour l'économie, mais OK, ça impacte la nature. T'sais. Si on pense à Nordvolt, par exemple, on dit, ah oui, la transition énergétique, la filière batterie, etc., l'électrification, mais cependant, ça détruit des milieux humides, ça détruit c'est ça, des milieux qui étaient importants écologiquement. Donc, de penser vraiment holistiquement à chaque projet qu'on fait, comment on peut protéger la nature comme sous toutes ses facettes, finalement. Merci beaucoup, Héloïse. Anthony? Ça, c'est un sujet pour moi qui était quand même nouveau puis qui m'a vraiment fasciné, là, c'est la désinformation. Alors, je pense qu'on doit repenser comment on éduque la jeunesse, comment on communique les idées qui peuvent connecter biodiversité et climat. Je pense que si on développe un lexique qui harmonise ces deux piliers de l'environnement, ça peut mener à une meilleure compréhension, mais aussi une pensée critique par rapport aux enjeux climatiques et de biodiversité. Ici, on parlait du playbook En fait, c'est une forme de littératie, comme Laura disait, là. Un playbook contre l'agenda des investisseurs qui peuvent parfois diffuser de l'information qui est pas véridique. Alors, outiller les jeunes, mais aussi le grand public en général, sur comment consommer ces informations, comment comprendre ces enjeux qui peuvent être complexes avec une communication, puis à différentes échelles aussi, là, une communication qui est structurée pour valoriser climat et biodiversité. Je pense que ça mène à de nouvelles discussions, ça mène à de nouvelles initiatives vertes. Puis c'est ça, c'est très nouveau. Là. Il y a 10 ans, on parlait pas de désinformation à ce point-là. Fait que je pense que malheureusement, c'est une avenue qu'il faut prendre pour, euh, pour être prêt à ce qui vient, puisque ça va juste en s'empirant. Parfait. Merci. Fait que c'est un bon plan de match, là. Après 3 mois, on fait de la lutte à la désinformation. Après, on augmente la littératie. Les gouvernements se parlent entre eux. Puis ça permettra de mettre du financement intégré. J'aime ça. Merci à vous quatre là, pour ce plan de match détaillé. L'année prochaine, on pourra se parler avec encore plus de projets positifs à discuter. Merci beaucoup, évidemment, d'avoir pris le temps, là. À vous quatre, on va prendre des questions dans la salle, évidemment, mais je voulais vous remercier premièrement. Et Louise, Antonio, merci d'avoir pris du temps dans votre horaire chargé de COP. Laura, Valériane, merci de vous être levé peut-être pas plus tôt, mais du moins de vous être plugué en ligne plus tôt ce matin là, pour partager avec nous. Fait qu'un gros merci à vous quatre et aux participants présents. On va ouvrir les questions, là, je crois, si il y en a. Je vois une question dans le chat et je crois qu'il y a une femme dans le Q&A, fait que je vais tout de suite la poser. En fait, une question peut-être plus logistique, impact, mais c'est peut-être un peu plus pour Héloïse et Antonio. Comment la tenue de la COP 30 impacte la ville de Belém jusqu'à présent? Si vous le savez, évidemment, je sais que vous êtes dans les murs, justement, mais est-ce qu'on ressent justement l'impact? On sait que Belém est une très petite ville, justement, là. Donc, à quoi ça ressemble? Est-ce que vous en avez entendu des mots? Oui, ben, j'ai quelqu'un en fait qui m'a dit, qui connaît bien la ville de Belém, qui m'a dit, ah,
ils ont tout rénové. Il y a vraiment des endroits où ça paraît que, tu sais, ils ont rénové beaucoup et pas nécessairement en faveur de la population locale, finalement, plus pour faire comme une belle ville, avoir une belle, tu sais, des, des belles infrastructures, finalement. Mais en contrepartie, par exemple, sur le site de la COP, les gens ont pas accès nécessairement, c'est super militarisé, donc il y a juste les participants qui peuvent entrer. Donc, c'est sûr que c'est un peu dur à savoir pour la population, c'est quoi l'impact. Là. Mais je sais que, d'après moi, ils ont quand même investi beaucoup d'argent pour bien paraître, finalement, pour améliorer des infrastructures, peut-être, mais à quel point ça impacte la population locale, je pourrais pas dire. Merci. Ouais, un peu comme Héloïse, je pense qu'il y a beaucoup de commerces qui ont ouvert en réponse à la COP30. Donc, une inquiétude que moi j'ai, c'est est-ce que ces commerces-là vont continuer d'exister après la COP30? Ils ont répondu à une demande parce qu'on est plus de 50 000 participants ici à Belém. Donc, ça cause la congestion. Il y a plusieurs chauffeurs de Uber, là, c'est un exemple, mais tout le monde se déplace en Uber par ici. Il y a beaucoup de monde qui sont venus à Belém pour transporter des participants de la COP30, mais c'est plus ce qui va suivre, en fait, qui est un peu inquiétant parce que c'était un événement très intense, mais après ça, ça va sentir comme une ville fantôme parce qu'il y avait tellement de monde ici ces 2 semaines. Merci beaucoup. Je vais prendre une question qui a été posée un petit peu plus tôt, fait que j'espère que la personne est encore présente dans la salle, mais en fait, qu'est-ce que les communautés peuvent faire pour promouvoir les solutions fondées sur la nature, en fait? Puis je laisserai peut-être une ou deux personnes d'entre vous répondre à cette question. Je sais pas qui aimerait se lancer. Et je peux peut-être y aller, puis si quelqu'un veut rebondir, n'hésitez pas. Mais moi, ce que je dirais, le rôle que les communautés peuvent jouer, ben, déjà de prioriser ce type d'initiative-là plutôt qu'une initiative sectorielle, je pense que c'est déjà un bon début. Puis en priorisant déjà ce type d'initiative-là, de solutions basées sur la nature, ben, je pense que ça les met aussi à l'agenda. Veux, veux pas, s'il y a de plus en plus de communautés ou de groupes de la société civile qui priorisent ce type de solutions-là. Je pense que forcément, avec le temps, ben, ça va amener un plus grand financement à l'égard de ça. Ça va être davantage inclus dans les plans et ça va le mettre à l'agenda politique un peu aussi pour le gouvernement et pour le financement. Et puis en même temps, s'il y en existe de plus en plus, ben, on embarque plus de membres de la communauté qui vont être carrément dans la mise en œuvre de ces solutions-là. Je peux enchaîner. Vas-y, ouais. Quand on parle de communauté, je pense qu'on parle de monsieur, madame, tout le monde, hein, clairement. Je crois franchement dans les changements de comportement que nous, on peut adopter et qui peuvent influencer les décisions après. Je ne sais pas si vous êtes familier avec la question des fois, c'est le droit qui est innovant et donc les gens vont l'appliquer derrière. Et des fois, c'est parce qu'en fait, il y a déjà un changement de comportement qu'on va adopter du droit en conséquence. Et donc, je pense que l'effet bottom-up peut être important en matière de comportement et donc c'est quelque chose qu'on pourrait faire tous. Parfait, merci beaucoup Valériane. Peut-être une dernière question avant que je vous quitte. En fait, c'est un peu l'inverse de ce qu'on a discuté aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que des fois la biodiversité peut être justement trop vue comme une solution au changement climatique par les décideurs, justement que la biodiversité devienne un peu un outil miracle là, au changement climatique? Euh, oui, Louise, vas-y. OK. Mais j'allais dire, non, je pense pas, comme je dirais quasiment au contraire. Je pense que c'est beaucoup poussé par la société civile en disant, ben, les communautés locales, les peuples autochtones, tu sais, qui connaissent leur territoire, connaissent leur biodiversité, sont les plus à même de protéger bien, finalement, leur contexte. Mais en ce moment, par exemple, à la COP, il y a plein de solutions technologiques, par exemple, tu sais, de j'essaie de trouver le mot en français, là. C'est Captation carbone. oui, captation carbone. Merci, Laura. J'ai vu aussi des choses sur la fission nucléaire, des espèces d'avancées technologiques qu'on dit, ça va tout régler. Donc, je pense que c'est plutôt une solution qui est poussée par la société civile, par les communautés locales, de dire, ben, il faut protéger la biodiversité, protéger notre environnement plus local. Et je pense aussi que quand c'est repris dans les conventions, par les gouvernements, des fois, c'est un peu dénaturé. Et donc, solution basée sur la nature, à la base, c'est il faut qu'il y ait des bénéfices pour les populations locales et pour la biodiversité. Donc, des fois, c'est comme dénaturé en disant, ah oui, on va
planter des arbres, puis ça va faire en sorte que ça refait le milieu, mais ça va être une monoculture, par exemple. Donc, je pense que on entend beaucoup parler de solutions basées sur la nature, mais c'est pas nécessairement bien fait. Donc oui, c'est de plus en plus mis de l'avant, mais je pense qu'il faut juste faire attention à ce que ce soit vraiment bien implanté pour ça. Je pense il faut garder en tête que les négociateurs, les États, ils jouent un rôle aussi des fois. Puis ils viennent avec un agenda qui n'est pas officiel, qui est un peu caché, mine de rien. Et donc, si l'objectif c'est de diluer euh, la question climatique avec des mots comme biodiversité, c'est une excellente technique. C'est-à-dire qu'en fait, parce qu'on sait qu'on ne pourra pas le mettre en œuvre. Et donc, on peut bien utiliser le terme biodiversité dans nos textes en matière de changement climatique. C'est pas forcément l'endroit où on va mettre en œuvre les questions de biodiversité. Et derrière ça, dans les COP biodiversité, adopter quasiment rien d'intéressant aussi. Donc, je pense faut aussi garder en tête il y a un jeu de négociation derrière et puis que utiliser des mots biodiversité, ça donne l'impression à tout le monde que c'est génial pour l'environnement, mais en fait, on fait que diluer le message. Donc, je pense que voilà, il y a un jeu derrière, donc faut le garder en tête. Ça me fait penser à une couple d'années, justement, il y avait le Land Gap Report, qui je sais pas si c'est encore à jour, mais justement, qui disait que dans les NDC, qui est l'outil par excellence là, pour la mise en œuvre des négociations climat, ben justement, on promettait trop de restauration, ben, plus de restauration, surtout de la plantation d'arbres. Puis en fait, on n'avait pas le territoire sur la Terre pour planter tous les arbres qui étaient promis justement dans ces rapports-là. Mais c'est toujours ça, tu sais, je pense que si la protection est faite, la mise en œuvre de la protection de la biodiversité, pour moi, ça peut pas être une mauvaise solution, mais c'est sûr qu'après ça, le jeu politique et le discours qu'on utilise, c'est peut-être plus ça l'enjeu, justement, de parler de la capacité de la nature d'être une solution nature, mais de jamais comme vraiment la mettre en œuvre et réaliser qu'il y a des enjeux terrain, là. Par exemple, même au Québec, on sait notre territoire est fini. On peut pas mettre plus de solutions nature que si on accepte de changer l'aménagement de nos villes, par exemple, ou de notre agriculture. Fait que je pense que c'est peut-être ça, des fois, c'est plus dans l'aspect politique et promesse. C'est facile, en termes de communication, de dire quand c'est le fun de la nature, puis ça va tout régler. Mais en même temps, concrètement, faut mettre des actions puis mettre de la mise en œuvre. Sinon, on fait juste rester dans les mots, comme dans n'importe quoi d'autre, comme les cibles climatiques et tout. Merci pour les questions. Je réalise qu'on est dépassé de 2 minutes. J'aimerais vous laisser aller. Merci encore une fois là, de nous avoir fait à nos panélistes. Merci aux participants qui étaient là ce matin. Merci aux partenaires des dialogues. Brune a partagé d'ailleurs dans le chat un lien pour les prochains panels des dialogues climat et biodiversité. Donc, n'hésitez pas à visiter et on se revoit pour un prochain événement. Un grand merci d'avoir été là aujourd'hui. Merci beaucoup pour l'accueil. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous. Belle journée. Au revoir.